Notre gars est un soldat exceptionnel qui travaille sous les ordres de la République d'Alderaan. Il fait partie d'une section spéciale de soldats d'élite communément appelée les fantômes. Ce groupe particulier est craint autant par les soldats que par les organisations terroristes du monde entier. Après tout, ils sont considérés comme les meilleures forces spéciales, et ce n'est pas pour rien. Parmi eux se trouve notre gars, une exception même parmi ces soldats déjà exceptionnels. Il s'appelle George C. Ce type est une véritable machine de guerre. Il peut calculer des chiffres sur le champ de bataille comme on manipule un boulier. Son nom seul fait trembler les gens d'appréhension. C'est aussi pourquoi on lui a donné un surnom qui correspond parfaitement à sa personnalité, Monsieur Guerre. Ses exploits lui ont valu non seulement des admirateurs, mais aussi des ennemis qui le veulent mort. Et finalement, il a rencontré son destin tragique. Il a été abattu. Maintenant, ne vous méprenez pas, tout l'éloge que je viens de faire de notre gars n'était pas que de la poudre aux yeux. Il n'y a vraiment aucun ennemi né qui puisse vaincre une bête comme lui. En fait, il a été trahi par ceux qu'il considérait autrefois comme des camarades. Il a exécuté une mission particulière avec une telle finesse qu'il a anéanti à lui seul toute la force ennemie en un temps record. Bien sûr, cela n'a pas plu à son chef avide, qui voulait être le centre de l'attention. Alors, le pauvre gars a finalement été tué de sang-froid. Même en mourant, il n'arrivait pas à croire qu'il avait été trahi. L'image d'une femme en particulier, Sophie, a traversé son esprit avant qu'il ne sombre dans le néant dès qu'il a perdu connaissance. Il a immédiatement ouvert les yeux pour se retrouver face à un cadavre en décomposition prêt à faire l'amour avec lui. Mais il a repoussé le cadavre pour se retrouver allongé dans un tas de cadavres qui l'entouraient. Tous ces cadavres se trouvaient à l'intérieur d'un camion à ordures qui n'a pas tardé à tout déverser par-dessus la falaise. Alors que les corps pleuvaient dans la rivière, George C. a réussi à agripper le bord de la falaise et à sauver sa vie. Il a rapidement grimpé après avoir littéralement vacillé au bord de la mort. Le nombre de cadavres qu'il venait de voir déverser était stupéfiant. Les types qui ont déversé ces corps en décomposition semblaient détendus, comme si déverser des douzaines de cadavres en putréfaction faisait partie de leur routine quotidienne. Ils étaient contents de nourrir les poissons de la baie de Tokyo avec de la nourriture supplémentaire. En parlant de Tokyo, il semble que notre gars se soit réveillé au Japon, un endroit qui était autrefois sa patrie dans une vie passée. Pour vous situer, George C. a été abattu le 6 juillet 2025. Et a maintenant été réincarné dans un endroit connu sous le nom d'île du désespoir. Bien sûr, George C. n'a aucune idée de ce qui se passe. La dernière chose dont il se souvient, c'est d'avoir mené une mission au Moyen-Orient. Mais maintenant, il a été transporté dans la baie de Tokyo, au Japon. Les choses ne collent pas. Et c'est quoi tous ces cadavres qui viennent d'être déversés juste devant ses yeux? Quelques instants plus tard, on le voit sprinter à travers une forêt dense dans ses habits de clochard. Bien que cette course rapide le fasse halter lourdement, comme s'il avait couru un marathon. Il semble que son corps actuel n'ait plus la durabilité et l'endurance qu'il avait autrefois. Comme par magie, son ventre commence à gargouiller. Réclamant de la nourriture pour alimenter son cerveau et ses muscles, le glucose bien mérité dont il a besoin. Plus tard, il réussit à trouver du bambou qui contient assez d'eau pour le maintenir hydraté pour le moment. Assis au sommet d'un grand arbre, la vue à vol d'oiseau l'aide à localiser un petit établissement de quelques centaines de maisons. L'appeler un bidonville plutôt qu'une ville serait bien plus approprié. George C. se promène dans les rues sales pour évaluer sa situation. D'après ce qu'il a compris, cet endroit est situé autour de la baie de Tokyo, mais en y réfléchissant, un bidonville dégoûtant comme celui-ci n'est pas typique du Japon. Soudain, ses yeux se posent sur quelque chose de choquant. Il regarde un miroir, se regardant lui-même avec incrédulité. Il n'est plus la même personne qu'avant. Ce corps n'est pas le sien. Pour compliquer encore les choses, quelqu'un l'appelle par derrière, l'appelant Michio. L'instinct de survie de George C. se déclenche. Et il attrape immédiatement la silhouette inconnue qui a osé poser une main sur son épaule sans prévenir. Puisque cette personne semble désarmée, on peut supposer sans risque qu'elle ne représente aucune menace. Alors notre gars lâche la prise qu'il avait sur le type, sans oublier que cette personne inconnue pourrait être celle qui peut répondre à toutes les questions angoissantes qui obscurcissent l'esprit de George C. Tout d'abord, George C. laisse s'imprégner le fait que son nom est Michio dans cette vie. Ou du moins c'est ce que dit cette personne inconnue. La prochaine chose à noter est que cette personne inconnue considère notre gars comme son ami. Le type se calme,
s'excuse pour le comportement brutal qu'il vient de montrer. Et tend une main pour aider son ami à se relever. L'ami est soulagé de voir notre gars aller bien. Surtout depuis qu'il a pris une raclée récemment. Bien sûr, Michio ne se souvient pas avoir vécu des situations aussi désagréables. L'ami mentionne le nom du salaud derrière leur misère, Zéa. Avant que l'ami ne puisse développer, la source de la terreur arrive juste derrière eux. Comme invoqué par leur terrible destin. Mes détecteurs à connard hurlent que ce type est un gorille bodybuildé typique qui se prend pour le héros. Ce salopard a entendu le type aux cheveux violets mentionner son nom. Et il n'est pas content que ces deux-là aient osé le prononcer sans utiliser les titres honorifiques appropriés. Comment osent ces simples mineurs faire preuve d'une telle insolence? Ils doivent être punis. Ce gorille serre le poing et envoie un coup de poing dévastateur en plein visage du pauvre type. Qui n'a même pas pris la peine d'esquiver l'impact, l'envoyant valser en arrière, même si le salopard a canalisé toute sa frustration dans ce seul coup. Il semble toujours insatisfait et veut évacuer davantage de sa colère refoulée. Il attrape le pauvre type par les cheveux et lui rappelle les règles. Des règles qui ne favorisent que ce salopard. Et si quelqu'un s'y oppose, il ne se verra accorder qu'une place dans la tombe. Incapable d'en supporter davantage, l'ami minable balance tout sur Michio. Prétendant que c'est notre gars qui a appelé le gorille négligemment sans titres honorifiques. D'une manière ou d'une autre, cet ami minable parvient à convaincre le gorille qui est maintenant sur le point de faire de Michio sa prochaine cible. Il arrache le type maigrichon et confronte notre gars, il exprime sa surprise de voir notre gars debout en un seul morceau. Comme il ne s'attendait pas à ce qu'il survive. Du moins pas après la raclée qu'il a reçue la dernière fois, mon gars reste indifférent, peu importe à quel point ce gorille puisse paraître agressif. Il est tellement impassible que même le gorille ne peut s'empêcher de le remarquer. Et cela ne fait que tenter ce salopard de frapper encore plus notre gars. Il fait craquer ses jointures, faisant cet entraînement d'avant-tabassage, même alors, mon gars reste cool comme un concombre. Aucune appréhension sur son visage, finalement l'ego du salopard prend le dessus. Et il balance un coup de poing sur notre gars qui laisse juste le coup passer à côté de lui, ce salopard n'est que muscle avec à peine un cerveau derrière ce coup. En fait, Michio peut dire que ce type n'est qu'un amateur qui ne sait pas ce qu'il fait, habituellement mon gars s'abstient de combattre les civils. Mais puisqu'il est attaqué, il doit faire quelque chose pour garder sa maîtrise de soi. Le frérot appuie sur l'interrupteur et passe d'un adolescent normal au prochain Mike Tyson. D'abord, il se baisse précisément et laisse le coup de poing du gros voler au-dessus de sa tête, puis enchaîne avec sa propre attaque, c'est un coup dévastateur qui brouille vraiment le cerveau du salopard. Bien qu'il ait pu survivre physiquement. Mentalement, son ego est meurtri au-delà de toute réparation. La seule raison pour laquelle ce salopard n'a pas eu la tête qui a explosé est que le corps dans lequel se trouve notre gars n'a pas beaucoup de force physique. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour que notre gars recule, il charge droit sur le salopard. D'abord, il glisse vers la gauche du gros pour éviter le coup qui arrive, puis plante ses pieds et assène un coup d'épaule dévastateur en plein sur ce grand visage difficile à manquer. Des éclats de dents brisées volent partout et du sang jaillit de sa bouche. Le porc a enfin un retour à la réalité, il n'est pas le personnage principal après tout, ce n'est que la bande-annonce. Et Michio est plus que disposé à livrer le reste du film si ce salopard le veut désespérément, sinon, le gros peut aller se chamailler avec des amateurs, ce n'est pas son style. Avec ces mots blessants et meurtris, Michio tourne les talons, pensant que le combat est terminé, mais nous savons tous que ce cliché de gros n'est pas censé ça le tour. Il sort un couteau, un putain de couteau littéral sur un adolescent qui n'est même pas son égal. Cela fait de ce minable x100, il se précipite sur notre gars en essayant de lui prendre la vie avec ce poignard pointu à la main. Michio a peut-être perdu son ancien corps, mais il n'a pas perdu son étincelle. Il sent le coup arriver avant de pouvoir réagir, un gamin lui donne un coup de tête pour l'écarter et prend le chemin du poignard. Michio rencontre à nouveau le poignard avec agilité et le dévie après avoir verrouillé les mains du salopard, il lance des regards mortels plus acérés que le couteau lui-même. Puisque ce gros a sorti une arme, cela signifie clairement qu'il est prêt à tuer ou à être tué, donc mon gars est plus que prêt à réaliser le souhait de ce maniaque suicidaire. Il frappe le salopard sur sa clavicule et après l'avoir fait trébucher, il slam dunk le salopard qui a la taille d'un éléphant littéral. Le gamin qui a tout risqué reste bouche bée, incapable de comprendre ce que Michio vient de faire, mais nous savons tous que c'est très, très, très réel. Ces cris d'agonie qui s'échappent du gros cul du gros en sont la preuve vivante.
Il n'a même pas la chance de se remettre avant que mon gars ne soit prêt à lancer un autre coup de poing dévastateur. Voilà le dernier coup de poing balistique destiné à envoyer ce salopard au-delà des cieux. Le gamin regarde avec admiration alors que mon gars retire son poing ensanglanté. Le salopard a peut-être été rendu inconscient. Mais ce n'était pas suffisant pour faire exploser sa tête en morceaux. Mon gars avait prévu d'envoyer ce type directement au funérarium, mais son corps faible l'a une fois de plus retenu, les dégâts sont négligeables par rapport à ce dont il était capable dans le passé. Il est donc grand temps qu'il commence à travailler sur ce corps de merde pour atteindre le sommet de son ancienne puissance. N'oublions pas ce gamin à l'arrière-plan qui se tient là avec des yeux émerveillés, il n'a littéralement aucune idée du moment où le Michio de merde qu'il connaissait s'est transformé en ce macho. Le gamin veut des réponses, et tout de suite. Michio décide d'être un peu honnête. Il prétend souffrir d'amnésie, c'est pourquoi il ne se souvient de personne. Y compris ce gamin. Le gamin révèle qu'il s'appelle Kyo, le type qui habite à côté. Michio se contente de passer devant le corps du porc, affirmant ne se souvenir de personne du nom de Kyo. Le petit est plutôt agacé d'entendre ça. Ils forment un duo tellement dingue, comment Michio peut-il oublier leur lien? Pendant ce temps, le porc est au sol, son interrupteur a finalement sauté, sa tête atteignant littéralement le point d'ébullition. Pendant ce temps, notre duo traverse les rues sales des bidonvilles. Le gamin est complètement fasciné par la séquence de combat que mon gars a sorti contre ce gros oppresseur. Il est tellement inspiré qu'il veut apprendre quelques mouvements. Michio ignore tout ce que dit Kyo et exprime son désir d'en savoir plus sur cette île. Le gamin explique alors que l'endroit où ils vivent est une île de déchets industriels flottant dans la baie de Tokyo. En gros, un empire d'ordures grouillant de saleté et de négligence. On dirait que c'est la première fois que Michio entend parler d'un endroit comme celui-ci existant au Japon, où les hommes sont forcés de vendre leur âme et leur esprit. Tandis que les femmes et les enfants survivent en vendant des trucs ou en fouillant dans les ordures. Et le concept de sécurité n'existe même pas. Appeler cet endroit un cloaque serait généreux, c'est une terre de crasse en putréfaction où le progrès va mourir. Michio se creuse la tête et se dit que des bidonvilles comme ceux-ci n'existent que dans les régions déchirées par la guerre. Ou peut-être pire encore. En marchant, il tombe sur une boulangerie qui vend de la diarrhée. Je veux dire, de la nourriture, qui est à peine comestible même ainsi. Le petit est tellement désespéré d'y goûter à ce pain rassis. Il commence à baver. Le commerçant essaie de chasser ce gamin fauché, ce qui ne fait que blesser l'ego du petit. Qui a donné à ce bâtard le droit de juger les autres? C'est alors que mon gars sort un billet de banque et le dépose sur le comptoir. Le commerçant est assez étonné de voir autant d'argent venant d'un ado qui ressemble à un clochard. Kyo, quant à lui, est ravi d'avoir le morceau de pain, il est vraiment aux anges. Bien qu'il soit curieux de savoir où il a trouvé ce genre d'argent. Le garçon prétend l'avoir ramassé lors de son récent combat. Bien qu'il ne soit pas fier de voler des morts, chaque centime compte dans un endroit comme celui-ci et la survie prime sur la morale. Bien sûr, en l'entendant parler comme ça, Kyo voit clairement que ce n'est pas le Michio dont il se souvient. Un peu plus tard, ils arrivent à la maison du gamin. À l'intérieur, la mère du gamin est allongée sur le lit, apparemment faible et malade. Le gamin joyeux est heureux d'annoncer qu'ils vont faire un festin ce soir avec le pain qu'il a eu. La mère ressemble à une feuille séchée. Son état raconte clairement l'histoire sombre qu'elle est mal nourrie. Même ainsi, la mère est plus préoccupée par son petit et veut que le gamin mange le pain. Le garçon attentionné assure à sa mère attentionnée qu'il est déjà bien nourri. Donc tout ça est pour qu'elle le mange. Quand la mère insiste, le petit la rassure à nouveau et lui dit d'y aller et de le manger. Un sourire se répand sur le visage de notre garçon en voyant un moment aussi sincère. Mais bientôt, les ennuis arrivent. Michio fait de son mieux pour ouvrir la porte d'entrée, mais elle semble bloquée. Le feu a commencé à se propager dans la maison et s'ils ne s'échappent pas, ils seront le repas parfait pour Mère Nature. Leur cabane a été incendiée par des mineurs travaillant sous les ordres de ce même porc qui semble vouloir encore plus de coups. Comme si un round ne suffisait pas, il pense que le monde tourne autour de lui et ne restera pas les bras croisés tant qu'il n'aura pas sa revanche. La pauvre mère et son fils sont piégés à l'intérieur de la cabane pendant que le feu se propage plus vite que les parents boomers qui transfèrent des théories du complot sur WhatsApp. Pendant ce temps, notre garçon fait de son mieux pour défoncer la porte et sauter de l'autre côté, mais peu importe ses efforts. Tous les efforts échouent. Son instinct de soldat hurle que c'est une embuscade élaborée. L'ennemi a scellé la porte de l'extérieur. Il y a au moins 8 ou 9 attaquants qui attendent dehors.
Il regarde autour de la maison, balayant du regard pour trouver quelque chose qui puisse être utilisé comme une arme de fortune. Finalement, ses yeux se fixent sur une sacoche qui semble contenir quelque chose. Attrapant la sacoche, mon gars se précipite et fait exploser la porte d'un seul coup de pied. Même les gars qui renforcent la porte sont projetés comme des sacs poubelles. La seule chose qui attend notre garçon dehors, c'est ce sale bâtard avec ses sales acolytes. Toute la bande glousse comme des hyènes, en voyant leur proie sortir pour se faire tuer. Le gros cul ordonne à ses soldats mauviettes de l'encercler de tous les côtés et ses ouvriers obéissent à leur maître. Ils encerclent complètement notre garçon, alors que le feu derrière lui s'assure qu'il est complètement piégé. La seule issue maintenant, c'est de combattre ces enfoirés. Il n'apprécie vraiment pas ce gros lard qui n'a toujours pas retenu la leçon. L'enfoiré répond avec un sourire narquois, pensant qu'il a tout prévu, mais en réalité, on sait tous qui va se faire botter le cul. Il est là pour punir notre garçon pour l'ego qu'il a blessé. Et la seule punition appropriée pour cette offense est une sentence de mort. Très bien alors, mon gars est une fois de plus prêt à faire disparaître le dernier brin de dignité de ce porc. Et lui apprendre à quel point il a tort. La mère et son fils sont à l'arrière-plan, luttant pour respirer alors que la fumée âcre pénètre leurs poumons. Le gamin appelle son ami Michio, qui répond et leur fait signe de courir dès qu'ils en auront l'occasion. La bataille commence avec un des sacs de frappe courant droit vers sa perte. L'enfoiré pense qu'avoir une arme à la main signifie automatiquement une victoire contre un adversaire désarmé, mais il est loin de se douter. Il n'a pas vu ce sac de cailloux lui frapper la tête assez fort pour l'abattre pour de bon. Les spectateurs, ainsi que ce gros lard, restent bouche bée. C'est en fait la même sacoche que Michio a subtilisée avant de quitter le berceau. En utilisant la sacoche, il a fabriqué une arme de fortune faite de tissus et de petites pierres. C'est l'une des techniques que mon gars appelle Blackjack. Ce bébé a du punch si on l'utilise correctement. Une fois lancé pour prendre de l'élan, il peut facilement fracasser un crâne à l'impact. Ça peut sembler être une arme mignonne et facile à fabriquer, mais elle est tout aussi mortelle. Les autres voyous n'ont pas compris le genre d'ennui dans lesquels ils se sont fourrés et chargent imprudemment leur adversaire. Mais mon gars laboure à travers les ennemis, les décimant les uns après les autres avec cette arme. Un parfait briseur de crâne si vous voulez mon avis. Tout comme notre garçon l'avait promis, toute la confiance que cet enfoiré avait s'est maintenant évaporée. Avec tous les hommes dépoussiérés et décimés, mon gars marche vers le cookie final. Il a une fissure dans un moment de vie ou de mort. Le pauvre gars se lance, défiant notre garçon et courant droit sur lui. S'il doit mourir, autant essayer. Mon gars balance son sac de cailloux et détruit la main de l'enfoiré en miettes. Tout ce que cette pleurnicheuse peut faire, c'est gémir à voix haute comme s'il venait de se faire défoncer par derrière. La dague qu'il tenait autrefois de manière menaçante gît maintenant sur le sol. Le grand costaud est finalement à genoux. Grâce à un gamin qui n'a même pas la moitié de son âge. Et c'est exactement pourquoi cette défaite est si humiliante. Mon gars est prêt à porter le coup final pour achever ce type pour de bon. Mais le grand costaud se transforme en un tas de pleurnicheries, suppliant d'être épargné. Toutes les supplications tombent à l'eau quand Michio balance à nouveau ce sac de cailloux, prêt à l'achever. Heureusement pour l'enfoiré. Ce petit garçon se précipite et arrête Michio avant qu'il ne puisse faire ce qu'il était sur le point de faire. Le gamin implore, débitant des conneries moralisatrices sur la façon dont tuer n'est pas éthique, comme si notre garçon ne le savait pas déjà. Mais Michio n'écoute pas les balivernes du gamin. Il continue de le faire tourner en rond pour prendre de l'élan. Le tas de pleurnicheries commence à courir pour sauver sa vie pendant que mon gars continue de faire tourner ce sac. Avec suffisamment d'élan accumulé, il dirige habilement toute l'inertie vers cet enfoiré. Heureusement, ce coup dévastateur rate sa cible et fait plutôt tomber un arbre à proximité. C'est dingue que ce mec ait littéralement abattu un arbre avec ce coup explosif. Maintenant, imaginez ce qui aurait pu arriver au cul du gros lard si le coup avait atterri. J'ai vraiment envie de voir son cul voler en éclats. Même mon gars espérait la même chose et maintenant il est déçu d'avoir raté. Le pleurnichard réussit finalement à s'enfuir avec sa vie. Le gamin pousse finalement un soupir de soulagement. Quelque part dans un entrepôt louche sous la nuit éclairée par la lune, on voit ce gros lard nommé Zéa rencontrer son patron. Il fait du lèche-botte, suppliant de tuer Michio, qualifiant cet adolescent de monstre derrière la décimation de leurs hommes. Finalement, il parvient à gagner la faveur de son patron, au grand bonheur de Zéa. Mais il n'a jamais vu ce coup de poing venir de son propre patron,
qui a transformé son visage en un bain de sang. Le patron est furieux d'apprendre que ce gros lard s'est fait battre par un simple esclave mineur. C'est une offense qu'il ne peut tolérer et ce gros lard doit être puni, et la punition sera au niveau de l'exécution. Le gros lard se met à pleurer, sachant très bien ce qu'il attend. Le patron continue de pleuvoir des coups de poing. Ces poings garnis de poings américains. Après avoir transformé le visage du pauvre type en un méconnaissable gâchis, il s'arrête finalement. Son chien de compagnie goûte également au sang de la dernière victime de son maître. Je dis que le gros lard est la dernière victime parce que le patron a déjà jeté son dévolu sur notre garçon. Et on sait tous comment ça va finir. Plus tard, on revient à la maison délabrée qui appartient à Michio, où le gamin et sa mère malade se préparent à passer la nuit. Le gamin ressent tout le poids de tout ça. Tant d'efforts qu'il a déployés pour construire cet endroit et maintenant c'est parti en fumée. Il se sent impuissant, perdu, sans savoir quoi faire face à cette situation désespérée. Sa mère malade ne veut pas être un fardeau en restant dans la chambre de Michio. Mais le garçon est plutôt cool avec ça. Après tout, c'est un marché, pas comme s'il leur rendait service par bonté de cœur. Il lui donne des infos sur l'île. Comment elle fonctionne, où sont stockées la nourriture et les autres provisions, et toute autre information clé qui pourrait s'avérer utile contre les salauds qui dirigent cet endroit. Il veut tout savoir. Même le plus petit détail. Kyo, de son côté, en a marre de l'expression indifférente et du ton sans âme que Michio arbore ces derniers temps. Le gamin a complètement pété les plombs. Mon gars, par contre, pense que ce n'est pas comme ça que Kyo devrait se comporter envers un parfait inconnu. Kyo comprend que son ami a perdu la mémoire, mais ne comprend pas comment toute sa personnalité a changé. Y a-t-il un bug dans la matrice? Intérieurement, Michio se synchronise avec ce que dit ce gamin. Dans sa vie antérieure, il était un soldat abattu par ses propres alliés. Il est sûr qu'un supérieur était derrière son assassinat, probablement le capitaine. Avec tout ce qui s'est passé, il n'est pas prêt à rester les bras croisés dans ses taudis. Il s'échappera de ce trou à rats, c'est sûr, et se vengera de chacun des marchands qui l'ont tué. Le matin, on peut le voir faire ses exercices habituels de renforcement musculaire. Pour retrouver un peu de sa force d'antan, il commence par des équilibres sur les mains. Puis il passe aux pompes verticales, s'assurant que ses bras et son tronc travaillent suffisamment. Il doit retrouver son corps d'avant s'il veut vraiment survivre ici. Alors qu'il effectue sa routine matinale. Quelqu'un arrive en courant vers lui. Il s'avère que c'est le même gars qu'avant, celui qui a littéralement balancé notre gars sous le bus. Maintenant, ce garçon est là pour rappeler à Michio leur service à la mine. S'ils sont en retard, seules des pénalités les attendent. Mon gars ne s'attarde pas sur les événements passés. Comme la façon dont ce fou l'a trahi sur le champ. Et décide d'aller visiter les mines. Il pourrait y recueillir de bonnes infos. Dans les mines souterraines, tous les mineurs se tiennent en double file sous le commandement de leur chef. Parmi eux, il y a notre garçon et quelques-uns de ces brutes qu'il a bien amochés hier. Ils commencent à trembler quand ils aperçoivent notre garçon et l'équipe. Michio ne met pas longtemps à reconnaître qui sont ces types. Le chef finit par hurler une annonce urgente. Zéa, superviseur en charge de l'équipe G, est mort. Cette nouvelle frappe comme un train de marchandises, choquant tout le monde, en particulier les anciens laquais de Zéa. Zéa étant hors jeu, le chef nomme le numéro 8 comme nouveau chef de l'équipe G, le même gars qui a trahi notre garçon, bien sûr. Cette mauviette a du mal à digérer ça. Il prend maintenant la place du type qu'il craignait le plus. Les mineurs esclaves sont forcés de faire un travail physique de 7 heures à 23 heures. Ils travaillent au plus profond des tunnels dans des conditions difficiles. Ce lieu de travail brutal et impitoyable cause de nombreux problèmes de santé, en particulier pour les personnes dans la quarantaine. Il est difficile pour eux de suivre le rythme, donc le plus souvent, ils sont pénalisés pour avoir travaillé lentement ou simplement pris une pause impromptue. Dans tous les cas, vous gagnez une raclée. Heureusement, cette fois, ils ont le numéro 8 comme superviseur de site. Un type génial et méfiant, mais au cœur tendre. Il s'appelle Masa. Et il encourage suffisamment ses collègues pour leur remonter le moral. Il ne soutient pas seulement un coéquipier, mais rend visite à tout le monde en offrant des mots d'encouragement. On dirait que ce type n'est pas si mauvais après tout. Même Michio est content de voir ça. Sorti de nulle part, le chef du camp minier commence à crier sur les travailleurs. Il repousse Masa agressivement et s'avance. Tout ce qui l'intéresse,
c'est qu'il déteste les gens qui agissent en douceur et qui sont tout mous. C'est un endroit où seuls les vrais hommes sont nécessaires. Juste au moment où le pauvre mineur est sur le point de se faire tabasser inutilement. Mon gars lance sa pioche juste au pied du salaud et fait semblant que sa main a glissé. Il s'excuse immédiatement, bien qu'agressivement. Pas que ces excuses suffisent à satisfaire le salaud enragé qui se la pète juste parce qu'il a obtenu un poste de supérieur. Alors qu'il est prêt à en découdre avec notre garçon, le Big Boss lui-même arrive, aux grandes dames de ce salaud. Le chef a tout entendu et veut que son laquais se batte plutôt contre le grand type. Au fait, il s'appelle Kusunagi. Tout le monde dans la mine panique en voyant le Big Boss débarquer. Le vantard qui terrorisait tous les travailleurs se sent maintenant terrorisé lui-même. Il n'oserait jamais se battre contre son maître. Déçu, Kusunagi serre le poing et assène un coup de poing dévastateur à la tête de son laquais. Les autres perdent la tête pendant que Michio prend note des compétences de cet homme. Kusunagi cible précisément les points de pression et met son adversaire KO. Le laquais étant à terre, le salaud est prêt à se battre contre le prochain type. Puisque la seule raison pour laquelle il est venu ici était de se battre contre notre garçon, il saisit cette occasion et essaie d'entraîner Michio dans un duel. Mais Michio a une règle stricte contre le fait de se battre sans raison. Bien sûr, Kusunagi ne recule pas avant d'avoir échangé quelques coups de poing avec notre garçon. Alors le salaud se jette sur Michio qui, en réponse, se met rapidement en position. Prêt à se battre à si court préavis. Le brute blonde avait l'intention d'éliminer le rat qui avait tabassé son subordonné. En réponse, notre garçon lève rapidement les mains pour se protéger. Kusunagi se jette en avant, déchaînant une rafale de coups qui martèlent les défenses de Michio. Chaque attaque est puissante, énergique et difficile à contrer, même pour ceux qui regardent, comme Masa et son groupe. Ils sont absolument convaincus que Kusunagi va le tuer à ce rythme. Michio lui-même se sent complètement dépassé, sans aucune chance de riposter. Il se ménage et essaie de trouver une ouverture. Il ne peut s'empêcher d'admirer les compétences de combattant professionnel de son adversaire, qui exécute les meilleurs coups de poing possibles. Malgré son exécution parfaite, aucun humain ne peut maintenir ses attaques parfaites. Les larges mouvements de Kusunagi l'exposent à une riposte. Notre héros en profite et esquive rapidement l'attaque. Il fracasse le visage du salaud avec un coup de poing puissant. Le groupe de Masa est sans voix, incapable de croire que leur ami a réellement touché le visage de Kusunagi. Mais c'était trop beau pour être vrai. Parce que même après avoir exploité l'ouverture, le coup de poing de notre héros n'a pas touché. Le blondinet l'a attrapé et il est même impressionné de tomber sur un adversaire capable de tenir tête. Le type veut continuer à se battre quand soudain, une voix forte leur ordonne de se taire. À la vue du directeur Akishi, les mineurs s'agenouillent rapidement par respect. Il lui témoigne un respect suprême alors qu'il essaie d'imiter l'aura des ans. Michio sait enfin qui est l'homme responsable de la gestion des affaires sur l'île. Le directeur semble agacé par les actions de Kusunagi. Croyant qu'ils vont continuer à perdre des esclaves s'ils continuent à les battre à mort, il menace même de signaler la situation au pacte de San Marcus. S'il ne s'arrête pas. La simple mention du pacte de San Marcus fait frissonner Kusunagi et le fait reconsidérer ses actions. Le type sort son côté charmeur et fait comme s'il essayait d'aider en donnant quelques conseils aux mineurs. En passant, Akashi le rabaisse, lui rappelant que tout ce qu'il sait faire, c'est frapper. Les choses qui nécessitent un QI au-dessus de 0 sont bien au-dessus de ses capacités. La remarque le met hors de lui. Mais ce n'est pas comme s'il pouvait frapper son propre patron. Bien que j'adorerais que ça arrive. Quant aux esclaves agenouillés, Akishi leur rappelle que leur travail consiste à se concentrer sur l'extraction minière. Au lieu de manger de la terre par terre, ils ne sont rien de plus que des humains de seconde zone pour lui. Et leur seule utilité est de continuer à miner jusqu'au jour de leur mort. La scène passe à leur pause déjeuner. En mangeant sa nourriture, Michio est complètement déprimé à cause de son goût froid et fade. Ses collègues redoutent le goût et envient les superviseurs qui semblent toujours avoir d'excellents repas. Les esclaves supplient pour un jour où ils pourront goûter une boîte à lunch savoureuse comme la leur. Pendant que Michio mange, ses copains se plaignent. Étonnamment, Masa se présente à notre héros en lui offrant un avant-goût du déjeuner exquis qu'il a reçu. Puisqu'il est superviseur, il fait partie des personnes qui peuvent goûter à la joie de la bonne nourriture. Et il veut le partager avec Michio. Cependant, notre héros rejette brusquement l'offre, choquant Masa au plus haut point. Personne ne refuserait une nourriture pareille.
Mais la raison pour laquelle notre héros a refusé est en fait liée à sa personnalité. Il n'aime pas devoir une faveur à qui que ce soit. En entendant cela, Masa décide de s'asseoir juste à côté de lui. Expliquant qu'il ne s'agit pas de devoir une faveur à quelqu'un, mais plutôt de sa façon de s'excuser. Vous vous souvenez quand Zéa le battait? Il a rejeté la faute sur Michio et l'a accusé de l'acte. C'est pourquoi c'est sa façon de se racheter. Et il ne peut pas continuer à penser qu'il a trahi quelqu'un. Réalisant que Masa est en fait un bon gars, notre héros sourit et décide de jouer le jeu. Il prend un morceau de poulet et le met dans sa bouche, croyant que cela devrait compenser un mensonge. Mais c'est aussi loin qu'il est prêt à aller avec le déjeuner de Masa. Et pendant que Masa admire les actions de Michio, ses amis affamés se jettent sur lui par derrière, suppliant d'avoir le repas après le refus de notre héros. Décidant d'abandonner, Masa partage un morceau avec chacun d'eux, montrant sa considération pour ces hommes. Leur pause est courte car un supérieur arrive. Et leur hurle dessus pour avoir trop profité. Il leur ordonne de retourner rapidement à leur poste et de continuer à travailler. Vivant une journée de travail normale, Michio réalise que ses esclaves ne valent pratiquement rien aux yeux de leurs supérieurs. Ils font une quantité incroyable de travail sans nourriture ni pauses appropriées. Les effets d'un horaire aussi rigoureux se font sentir. Alors qu'un des hommes s'effondre, ayant atteint sa limite, un Masa inquiet s'approche rapidement pour vérifier son état, espérant aider l'homme. Mais c'est alors qu'un de ses supérieurs arrive, lui ordonnant de s'écarter. Puis il donne un coup de pied au corps de l'homme, le retournant pour vérifier son pouls. Malheureusement, l'issue est froide et impitoyable. L'homme est mort et, sans même lui offrir une prière, le supérieur hurle au groupe G de se débarrasser rapidement de leurs camarades tombés au combat. C'est la vie que mènent ces gars. Le corps de Masa tremble alors qu'il pleure de vraies larmes pour un humain tombé au combat. Il ne veut pas que Michio se brûle à mort comme ce type. Mais à quoi bon ces conseils? Les managers s'en fichaient et forçaient toujours les mineurs à effectuer un travail physique intense. C'est vrai, même la mort de leur propre coéquipier ne peut pas leur accorder un moment pour reprendre leur souffle. Michio prend conscience de la réalité. C'est le seul endroit sur Terre où la vie humaine vaut moins que des ordures. Enfin, la journée atroce touche à sa fin avec le manager qui sonne la cloche. Masa peut à peine tenir son propre corps et célèbre la vue de l'achèvement. Michio, en revanche, semble imperturbable, comme s'il n'était même pas allé travailler. Frère, il est littéralement bâti différemment. Il dit à son ami qu'il a l'habitude de ressentir ce genre de tension physique, donc ça ne le dérange pas, mais Masa n'arrive pas à y croire. Il commence à se demander si Michio est même humain à ce stade. Le manager leur hurle d'arrêter leur conversation inutile. Au fait, à la fin de chaque journée, les travailleurs sont forcés de se déshabiller. Et dans leur état nu et épuisé, on leur dit de monter les escaliers sans s'arrêter. Le manager les pousse au-delà de leur zone de confort et s'assure qu'il n'y a pas de vol en inspectant leur corps. Au fait, cela signifie aussi vérifier leurs fesses. Parce qu'apparemment, un voleur est prêt à aller aussi loin. L'inspection terminée, ils sont ramenés à la surface. Ici, le groupe G9 est stationné pour être payé pour une journée de travail. Ils sont payés une misérable somme de 1000 yens. 16 heures atroces pour juste ça, mais pour les esclaves. Cette paie est comme vivre $1 million sur leur compte bancaire. Un type agit de manière tellement suspecte avec, j'ai peur qu'il n'épouse le billet. Michio est dégoûté et choqué par l'état de ces esclaves qui prennent grand plaisir à de telles conditions de mauvais goût. Soudain, les esclaves ressentent un vrai bonheur. Alors que Michio ne comprend pas leur réaction. Ils sautent partout comme des idiots à la vue du lieu de vente Smiley. La vendeuse est une belle jeune femme qui est là pour leur vendre une réduction forfaitaire de 20% pour apprécier leur dur labeur. Bien sûr, notre garçon ne savait même pas qu'une journée d'appréciation minière existait. Mais il est plutôt stupéfait de voir tous ses collègues courir comme des animaux juste pour obtenir leur vente. Le même type de tout à leur commande une bière et un paquet de chips, réduisant son salaire d'un tiers, mais pas seulement ça, il succombe aussi à sa gourmandise et prend une collation de calmar. Tout comme lui, le reste des esclaves commence à devenir fous, ce qui amène la dame à leur dire de se calmer. Les esclaves se saoulent rapidement à la bière, vivant une joie rare qu'ils ne pourraient jamais ressentir autrement. Tandis que certains autres essaient de s'abstenir de dépenser tout leur argent. Il y a aussi des gens qui dépensent la totalité de la somme en une journée. Témoins de la vue de ces personnes se délectant de plaisirs courts.
Gaspiller tout leur argent amène Michio à remettre en question leur comportement à nouveau, même s'ils étaient traités comme de la merde il y a un instant. Ces mêmes esclaves se sentent soudainement au sommet du monde en ce moment. Masa arrive et regrette d'être envieux des autres. Tandis que notre garçon apprend qu'il ne dépense en fait rien. Même s'il veut aussi ressentir du bonheur comme ses collègues, Masa est fixé sur un objectif approprié. Il va acheter le passe Parezo et cela nécessite de sérieuses économies. Intrigué, Michio lui demande rapidement des informations sur le pass. Masa réalise que son ami ici a rapidement oublié ce qui leur avait été promis le jour de leur arrivée sur l'île. À l'époque, ils étaient surnommés des esclaves qui seraient forcés de travailler un nombre d'heures obscènes. Et être traités plus mal que des animaux. En même temps, on leur a donné un dernier espoir, si l'un des esclaves parvenait à économiser 1 million de yens. On leur donnerait la chance d'acheter le passe Parezo, leur permettant une liberté permanente de l'île. À l'époque, tout le monde avait promis d'économiser son argent pour s'échapper de l'île. Ouais, le même type avec les lunettes qui convoitait son billet hurlait le plus fort à l'époque et maintenant c'est un idiot qui se noie dans ses plaisirs. Ayant gaspillé tout son argent, Masa est la seule personne parmi eux qui est restée résolue sur ses objectifs. Il a fait une déclaration à l'époque que peu importe combien il se fait bousculer, il ne dépensera jamais un seul yen. Waouh, ce type doit beaucoup écouter David Gauguin. Quoi qu'il en soit, les pièces commencent à s'assembler dans l'esprit de Michio. Vous voyez, bien qu'il soit au pire endroit de la planète. La raison pour laquelle les esclaves ne se révoltent pas, c'est qu'on leur donne 2 rêves impossibles. Le premier, c'est le rêve d'espoir, le fameux passe Parezo. Une chose qu'ils n'atteindront probablement jamais. Le second, c'est le rêve de se vautrer dans le plaisir, une occupation qui les tiendra toujours occupés. Les administrateurs de cette île comprennent parfaitement le concept psychologique de noyer quelqu'un dans le plaisir. C'est un processus tellement bien conçu qu'il dégoûte notre héros au plus haut point. Alors, il sort le billet de sa poche et demande à Masa combien d'argent il lui manque pour le pass. Bien sûr, c'est une question tellement délicate que Masa a peur d'avoir des ennuis s'il la révèle. Cependant, Michio est sérieux dans ses intentions et assure au type qu'il ne veut pas divulguer d'informations. En fait, il offre son propre salaire à la cause de Masa, pensant qu'un type comme lui pourrait au moins s'échapper. Dans la scène suivante, on découvre que les économies incroyables de Masa ne sont qu'à 60 000 de son objectif. Maintenant, en ajoutant le fait que ces économies seront doublées à partir de maintenant. Michio estime que Masa pourra acheter le passe Parezo dans 30 jours, même s'il apprécie le geste. L'ami de Michio n'a aucune idée de pourquoi quelqu'un est prêt à aller aussi loin pour lui. Notre héros lui assure de ne pas s'inquiéter, car il le fait aussi pour son propre intérêt. Mais, encore plus important que ça, il vérifie l'état de l'océan et demande s'il y a des docks pour les bateaux dans les environs. Masa agite son bras et invite Michio à regarder par lui-même. Il n'y a absolument rien qui puisse les aider, car l'île est entourée de falaises. En même temps, Michio est intrigué par l'exploration. Et essaie de descendre pour regarder de plus près. Son ami se précipite pour l'avertir que tenter de quitter l'île est une infraction grave. De façon hilarante, notre héros refuse de croire qu'il existe encore des lois régissant une île infernale comme celle-ci. Alors qu'il descend, Michio entend un son soudain. Il regarde autour de lui. Jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin la pire chose imaginable. C'est un drone armé, et pas n'importe quel drone. Cette chose est de qualité militaire, du plus haut calibre. Rapidement, Michio essaie de remonter pendant que son ami ne parvient pas à comprendre pourquoi un drone est apparu de nulle part. Au moment où Michio remonte, il hurle à Masa de se barrer en courant. L'idiot a des doutes, mais une balle lui effleure le visage, lui faisant réaliser que notre héros ne plaisante vraiment pas. Tous les deux se mettent à courir comme si leur vie en dépendait. Masa est là à crier à plein poumon, tandis que notre héros lui dit, de façon hilarante, de fermer sa gueule. Le drone tire une rafale de balles, mais, comme c'est typique du personnage principal, elle manque toute Michio. Michio jette un coup d'œil au drone. Et identifie rapidement son modèle exact, le SG Nemesis version 1. Cette machine se fixe sur une cible en mouvement et ne s'arrête pas tant que la cible n'est pas exécutée. Cette chose ne cessera pas de vous poursuivre, même si vous avez volé la Bugatti d'Andrew Tate et que vous vous êtes enfui avec. Surnommé le poursuivant fou. Ce drone est une telle machine à tuer qu'il faisait trembler de peur les soldats endurcis sur le champ de bataille. Notre héros réalise qu'ils ne peuvent pas continuer à courir éternellement, alors il change de direction et conduit le drone dans une impasse.
Même Masa pense que c'est une mauvaise idée, mais le mieux qu'il puisse faire en ce moment est de se fier au plan de Michio. Sprintant à toute vitesse. Il force le drone à les suivre en changeant également de direction et en se dirigeant vers la forêt dense. Avec ses capacités de suivi divines, il les rattrape en un rien de temps. Alors que Michio se démène pour aider Masa à suivre son rythme. Malheureusement, tout le monde n'a pas son endurance surhumaine, surtout pas s'ils viennent de terminer leur journée de travail de 16 heures. La situation est plus tendue que jamais. Ils commencent à fatiguer et, à ce rythme, l'une des balles va les abattre. Mais une idée lui vient à l'esprit. Michio voit une petite souris innocente sur une branche et se dit que c'est leur ticket pour tromper la mort. Sans perdre de temps, le frérot équipe la souris dans son inventaire et commence à foncer. Il ordonne à Masa d'arrêter de bouger au moment où son compte à rebours est terminé. Épuisé comme il l'est, Masa pense que c'est une terrible idée. S'arrêter devant une machine qui va faire plus de trous dans leur corps qu'ils ne peuvent en compter. Ignorant Masa, notre héros lance son compte à rebours alors qu'il continue à courir. Le drone continue de faire pleuvoir une rafale de balles contre eux. Jusqu'à ce que finalement, notre héros signale la fin de son compte à rebours. Confiez tout à cette unique opportunité. Michio serre la souris dans sa main, s'excusant pour ce qu'il est sur le point de faire. Puis, il jette le pauvre petit gars contre le drone, l'amenant à réévaluer l'emplacement de sa cible. Le drone s'ajuste rapidement et repère la souris qui s'échappe. Se verrouillant sur sa cible, il envoie une nuée de balles qui entraîne inévitablement la mort de la créature. Est-ce dans le chat pour notre soldat tombé au combat? Mais grâce à cette fenêtre d'opportunité, Michio et Masa ont réussi à échapper à une rencontre avec la mort. Le drone est toujours là, au fait. C'est juste qu'ils doivent attendre la fin de sa phase de détection. Le drone fait de son mieux pour regarder autour de lui afin de retrouver sa cible, allant même jusqu'à se rapprocher du visage de Masa pour détecter le moindre de ses mouvements. Michio, de son côté, miaule si fort que son corps refuse de bouger le moindre muscle. Le seul problème, c'est la sueur qui dégouline sur son visage. Heureusement, son bruit est si insignifiant que le drone ne le détecte pas. En fait, il change de direction et considère l'exécution comme terminée. Et c'est ainsi que Masa et Michio ont survécu à la colère du poursuivant fou. Il s'en est fallu de peu, et notre garçon le sait aussi. Il aide son ami et explique que la machine à tuer qu'ils ont affrontée à l'instant est un drone développé par l'armée d'Adlamir. Son seul but est de tuer sans pitié, et la tuerie est si impitoyable qu'elle ne fait pas la différence entre alliés et ennemis. Le modèle était considéré comme défectueux et brutal. À tel point qu'il n'a plus jamais été utilisé à la guerre. Masa est sérieusement choqué à l'idée d'utiliser un tel drone sur le champ de bataille, ça lui semble horrible. Quant à notre garçon, il est perdu dans ses pensées. Ne sachant pas pourquoi une machine à tuer impitoyable est utilisée sur cette île, surtout quand le drone a été jugé si dangereux qu'il a été interdit de vente à d'autres pays. Cette île recèle plus de mystères qu'il ne le pensait. Ce qui soulève la question de savoir si l'armée d'Aldomir y est d'une manière ou d'une autre liée après une rencontre avec les drones qui a failli leur coûter la vie. Michio rentre enfin chez lui. Immédiatement, le petit est excité de le voir vivant. Il semble inquiet que Michio ait mis du temps à revenir. Mais la mère du petit lui rappelle qu'il devrait se concentrer sur l'accueil de leur ami comme il se doit. Un Michio intrigué s'approche pour voir ce qui mijote. Et découvre que c'est un ragoût spécial sur lequel Kyo travaille. Enfin, à en juger par l'apparence, on peut difficilement appeler ça un plat de spécialité. Mais à la surprise de Michio, le petit décrit ce repas comme un festin de luxe grâce aux restes qu'ils ont reçus. Oui, des restes, et oui, de luxe. Cela ne fait que dépeindre à quel point la vie de ces esclaves est misérable. Sans plus attendre, il est temps de se servir et de tester les talents de Midget Gordon Ramsay. Michio prend une cuillère dans sa bouche en pensant que ce sera un repas savoureux et délicieux. Mais on peut difficilement dire ça en regardant son visage. Le gars remet en question les choix de sa vie. Décrivant le goût comme intensément acide et se demandant si cette merde est même sans danger pour la consommation. Même en ce qui concerne ses rations militaires déprimantes dans le passé. Elles étaient bien meilleures que la nourriture pour chien qu'il mange en ce moment. Voilà le truc, même pour un repas aussi déprimant et dégoûtant. Kyo semble passer le meilleur moment de sa vie. Ouais, Michio ne peut même pas comprendre une telle réaction. C'est comme si le petit n'avait jamais goûté quelque chose de meilleur de toute son existence. Alors que Michio s'interroge sur la fascination du petit pour une telle nourriture.
Il apprend que les restes sur cette île de merde sont en fait très difficiles à trouver. Au final, Kyo a dû manger de la nourriture encore pire en grandissant. Alors ce truc lui semble paradisiaque. Alors que le garçon dévore des vers de terre comme s'il s'agissait de nouilles savoureuses, sa mère affiche un regard inquiet sur son visage. Elle ne peut même pas regarder son enfant en face. Et Michio s'en rend compte. Avec la plus grande surprise et l'excitation du monde, le petit garçon célèbre la vue d'un minuscule morceau de viande parmi les restes pour les esclaves. Et les gens qui vivent sur cette île. Trouver un morceau de viande, c'est comme gagner à la loterie. Le petit le ramasse avec délice. Et leur repas enfin terminé. Il se tourne vers notre garçon avec une paume ouverte. Michio, confus, n'a aucune idée de ce qu'il est censé donner. Avec une expression agacée. Le garçon crie qu'il mérite l'argent de la nourriture pour leur avoir préparé un bon repas. Malheureusement, le seul salaire que Michio a gagné a été rapidement remis à l'autre gars. Donc il n'a rien à donner. Le pauvre Kyo est dévasté d'apprendre que notre garçon a remis son argent à un type complètement au hasard. Les choses empirent encore. Quand Kyo apprend qu'il va continuer à verser son salaire quotidien à Masa à partir de maintenant. Le petit est tellement choqué qu'il finit par faire tomber son précieux bol de ragoût. Rejetant la faute sur notre garçon qui prie probablement Dieu pour ne pas avoir une crise cardiaque après avoir mangé ce tas de merde. Quoi qu'il en soit, Kyo est vraiment triste que son précieux ragoût ait été gaspillé. Pendant que Michio termine son repas et explique qu'il a un plan. Il demande au petit de prendre tous les restes et de le suivre. Le petit n'a aucune idée de ce que notre garçon a en réserve. Mais il décide de suivre son conseil de toute façon. Donc, dans la scène suivante, ils sont ici dans la forêt. Fixant un panier et un tas de restes. Kyo n'a aucune idée de ce que ce type va faire au milieu de la nuit. Étonnamment, Michio utilise le bol de ragoût et le retourne sur le sol. Cela ressemble à un gaspillage de nourriture précieuse aux yeux de Kyo, mais ce n'est pas le but. Vous voyez, notre garçon est intelligent. Il a l'intention d'utiliser les restes puants comme moyen de préparer un piège. Vous vous souvenez de ce panier? Il est censé servir d'encre. Pour attraper tout animal qui essaie de manger la nourriture. Avec le piège préparé, nos garçons sont confiants qu'ils devraient au moins être capables d'attraper de petits animaux avec ça. Bien sûr, la simple mention des rats suffit à dégoûter n'importe qui. Même quelqu'un comme Kyo qui vit sur une île poubelle. Le truc, c'est que Michio explique que les rats d'égout sont connus pour être porteurs de maladies. Mais ceux qu'on trouve dans la nature, c'est une toute autre histoire. C'est une excellente source de protéines à utiliser en cas de besoin. Et il est tout à fait d'accord pour attraper autre chose si Kyo n'est pas intéressé par les rats. Michio invite le gamin à une plus longue promenade. Un certain temps passe et la curiosité du gamin commence à le tracasser. Il se demande s'il prévoit de poser d'autres pièges pour attraper des proies. Pour Kyo, ça n'a pas de sens de poser des pièges dans les parties les plus denses de la forêt. Cependant, le soldat endurci comprend l'importance de cela. Les forêts envahies, voyez-vous, les animaux se sentent généralement beaucoup plus en sécurité dans les endroits où ils peuvent facilement trouver un abri. En parlant de ça, les yeux de Kyo s'écarquillent de choc quand il aperçoit le piège de Michio. Il a en fait attrapé un oiseau grâce à un simple piège à appât. Avec ce petit gars en vue. Michio pense qu'ils en ont assez pour se faire un bon dîner pour ce soir. Les yeux de Kyo rayonnent de joie alors qu'il est d'accord avec la suggestion de Michio. Changeons de perspective et regardons ce qui se passe au bâtiment administratif du site minier. En évaluant leur production, l'Akachi apprend qu'ils ont extrait près de 650 tonnes. Cependant, 9 esclaves sont morts dans le processus à cause de l'épuisement. Avec autant de décès qui s'accumulent en l'espace d'une semaine, il n'est surprenant pour personne que leur malnutrition et leur état de faiblesse les rattrapent. Ueshima, le directeur adjoint du projet, parle au nom de la vie des gens. Cet homme au grand cœur comprend qu'il devrait les aider davantage avec une nourriture appropriée et des temps de repos. Mais bien sûr, étant l'immonde salopard qu'est Takishi, il jette les papiers en l'air dans un effort pour avoir l'air cool. Le mot « vie humaine » le dégoûte. Car les gens qui vivent sur cette île pourraient à peine être appelés ainsi. Même si Washima essaie de protester, Akashi le congédie. Et se fiche éperdument que plus de gens meurent. Tout ce qui l'intéresse, ce sont les résultats, qui augmentent constamment chaque semaine. Ce sale avare veut augmenter son rang parmi ses pairs et grimper au sommet.
Il est dégoûté à la simple pensée de rester sur une île de merde comme celle-ci. Il se fiche également qu'ils finissent par éteindre la vie de chaque esclave à leur disposition. Tant qu'il peut bien les utiliser. Ces paroles sinistres et froides laissent Ueshima frissonner de choc. Malheureusement, puisqu'il est inférieur en grade à Akishi. Tout ce qu'il peut faire, c'est acquiescer aux pensées du chef. En discutant du point suivant, il apparaît que le total des salaires pour la semaine a fini par atteindre environ 2,8 millions de yens. Le total des biens variait autour de 2,5 millions et leur taux de récupération actuel semble être proche de 90%. Pour faire simple pour ceux qui regardent, ces clowns ont récupéré presque tout leur argent dépensé en salaire. Rappelez-vous les imbéciles ivres qui ont profité d'un festin de plaisir et ont dépensé tout leur argent? Ouais, c'est en fait un piège mis en place pour éteindre tout leur salaire et les réinvestir. Akashi pense que ces moins que rien sont comparables à des animaux. Qui sont pris dans un simple piège sans aucune pensée. Le directeur s'enquiert de tout rapport inhabituel. Et apprend qu'un esclave semble économiser de l'argent pour le passe-parézo promis. Bien sûr, la simple mention d'un tel imbécile fait rire tout le département comme des clowns. Parce qu'il pense qu'il est impossible d'économiser 1 million de yens avec une telle stratégie. En même temps, Akashi est intrigué par la mention de cet esclave. Et veut enquêter sur lui. Le lendemain, Masa se présente à la porte de Michio en lui demandant de sortir, mais il semble que notre garçon soit déjà dehors et l'appelle de derrière l'abri. Masa jette un coup d'œil curieux, mais il n'en croit pas ses yeux. Michio s'entraîne ici pour combattre Goku. Cet homme est super musclé, même sur une île où il vous donne à peine de quoi survivre. Sans interrompre son entraînement, il demande ce que Masa lui veut. Complètement stupéfait par ce qu'il fait, Masa explique qu'il est en fait venu ici pour qu'ils puissent aller travailler ensemble. Mais il est à court de mots en ce moment. Michio arrête son entraînement et explique qu'il essaie de renforcer son corps faible. Après tout, s'il doit atteindre ses objectifs. Il doit absolument avoir la force de rattraper son niveau précédent afin de pouvoir tuer les salauds qui l'ont trahi. Bien sûr, Masa ne sait rien de la vie passée de Michio. Et considère simplement notre garçon comme un original pour s'entraîner juste avant une journée de travail infernale. Entendre leur bavardage incite Kyo à sortir également. Il vient de se réveiller et jette un coup d'œil à l'homme en face de lui. Masa se présente rapidement. En tant que collègue de Michio sur le site minier. Malheureusement, le nom de Masa met le petit garçon en colère. Parce que Michio lui a remis tout son argent. Kyo exige que ses salaires soient restitués immédiatement, déclarant qu'ils allaient utiliser cet argent pour acheter de la nourriture. Le pauvre enfant exprime sa misère car ils n'ont jamais assez d'argent pour se remplir le ventre. L'expression de Kyo fait remonter les souvenirs de Masa dans sa tête. Se souvenant d'une époque où sa petite sœur YY avait faim. Masa cuisinait pour elle et prenait soin d'elle, et la petite fille aimait les plats de son grand frère. Le souvenir de lui préparant des biscottes pour YY. La joie qu'il ressentait en les faisant. Masa veut revivre tout ça, alors il s'agenouille devant Kyo et s'excuse d'avoir pris l'argent de Michio. Remarquez qu'il ne gronde pas un enfant. Ni n'essaie d'expliquer les choses en termes que seuls les adultes comprendraient. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Pour colorer cette nouvelle expérience pour Kyo, il dit au garçon qu'il apportera un cadeau la prochaine fois pour qu'il puisse oublier ce moment. Bien qu'un peu frustré, Kyo accepte volontiers le cadeau, à condition qu'il vaille une bonne somme d'argent. Pendant qu'il rigole, notre garçon remet sa chemise pour accueillir la journée de travail infernale qui l'attend. Dans la scène suivante, ils sont dans les mines. Les esclaves travaillent de façon inhumaine, poussant certains d'entre eux au bord de l'épuisement. En fait, Masa remarque l'état périlleux de Eda et fait signe à son autre ami, Ishizuka, de le remplacer. Ishizuka se précipite vers le sac lourd de Eda. Il insiste pour assumer sa part de travail pendant qu'il peut se reposer. La qualité de leadership impressionnante de Masa est en fait remarquée par le directeur lui-même. Les travailleurs affichent un visage choqué. Incapable de croire qu'Akishi lui-même est venu les rencontrer, le directeur est sincèrement impressionné par la préoccupation de Masa pour le bien-être de ses collègues. Les rumeurs sur sa compétence semblent être vraies. Pendant ce temps, Masa se demande comment un simple insecte comme lui est devenu un intérêt soudain du directeur. Akashi explique que la capacité de Masa à générer un rendement de haute qualité pour son équipe, toujours en gérant correctement sans violence, a été remarquée par le groupe administratif.
Le type tremble de choc avant de s'incliner pour remercier le directeur de ses aimables paroles. Akashi sourit. Quelque chose me dit que son sale petit esprit est en train de comploter quelque chose. Le directeur dit à Masa qu'il est en fait venu pour donner au jeune homme une prime spéciale pour avoir montré une telle confiance. Être récompensé pour son dur labeur est rare parmi les travailleurs. Alors Masa est vraiment pris au dépourvu. Alors qu'Akashi pense qu'une récompense pourrait stimuler sa motivation à travailler, en arrière-plan, Washima semble dégoûté pour une raison quelconque, signalant que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Même notre garçon Michio observe attentivement la scène. Le directeur rusé explique que pour recevoir une telle récompense, il devrait parler dans un endroit sûr. Puisque cette mine est pleine de personnes malveillantes qui peuvent voler sa récompense. Et avec ces mots, il attire Masa dehors, l'implorant de venir avec eux dans un endroit plus sûr. Cherchant rapidement les conseils de Michio, il dit à notre garçon qu'à ce rythme, il pourrait vraiment réaliser son rêve d'acquérir le Paraiso Pass. Cependant, les sens de notre garçon sont en alerte maximale. Il veut que Masa reste sur ses gardes. Parce que quelque chose dans la situation semble louche. Bien sûr, submergé par l'excitation de la récompense, Masa pense que tout ira bien, que c'est un signe de chance et une bénédiction pour son dur labeur. Et ainsi, il se précipite pour rattraper le groupe d'Akishi. Avant de partir, Kusunagi s'adresse à Michio par son nom alors qu'un sourire se dessine sur son visage. Il adresse à notre garçon un sourire malicieux. Se demandant s'il s'inquiète que quelque chose arrive à son ami. Kusunagi finit par dire à Michio qu'ils vont utiliser la place de Masa pour un rassemblement. Dans la scène suivante, c'est exactement ce qui finit par se produire. L'innocent ramène le groupe d'Akishi chez lui, embarrassé d'inviter ses copains dans un taudis. Le directeur rétorque. Et soutient qu'une pièce fermée est idéale pour leur conversation. Ouais, je commence à voir de gros desflax. F dans le chat pour Masa. Quoi qu'il en soit, il les accueille rapidement à l'intérieur, s'excusant une fois de plus pour sa maison inconfortable et sale. Avec une expression pleine de joie, il dit à ses invités de se mettre à l'aise pendant qu'il prépare du thé pour que le groupe puisse en profiter. Mais c'est à ce moment-là que ça arrive. Le masque du directeur cruel tombe finalement alors qu'il révèle son dégoût pour cet endroit immonde. Avant même que Masa puisse comprendre ce qui se passe, Akishi fait signe à ses hommes de fouiller chaque centimètre carré de sa maison. Ces hommes saccagent rapidement tout à la recherche de signes d'argent. Alors que Masa est impuissant à les arrêter, le pauvre finit par recevoir un puissant coup de poing dans le ventre des mains de Kusunagi, le laissant vomir par terre juste pour reprendre son souffle. Ensuite, un type monte sur son dos, retenant ses deux bras. La misère du pauvre Masa atteint un nouveau point bas alors qu'il ne parvient pas à comprendre ce qui se passe. Le Wanab des ans ici prend la pose cliché des lunettes. Et partage l'intention de Mossa d'acheter le Paraiso Pass. Le directeur veut qu'il révèle où il cache tout son précieux argent. Le pauvre est à court de mots. Jusqu'à ce que le directeur brutal l'attrape par les cheveux, le traitant comme un sous-homme alors qu'il lui enfonce dans la tête qu'il n'aime pas perdre de temps. L'impitoyable Akashi lui assure que s'il ne révèle pas l'emplacement de l'argent, il perdra bien plus que son simple argent. Le pauvre Masa réalise que cette histoire de prime spéciale est un mensonge depuis le début, tandis que le directeur est dégoûté par son faible QI. Réduit en larmes, dans un état pitoyable. Masa implore la pitié. Déclarant qu'il n'a pas un sou en poche, qu'il n'est qu'un esclave, mais Akashi n'aime pas perdre son temps et le gifle violemment au sol. L'esclave refusant d'obtempérer, le directeur ordonne à ses hommes de passer à la phase suivante de l'opération. Une pince à la main, l'homme s'approche de Masa, sans défense et terrifié pour sa vie. L'homme enfonce l'outil directement dans sa bouche. Serrant impitoyablement ses incisives centrales, l'homme commence à arracher sa dent tandis que Masa se tord de douleur et pleure. Implorant qu'il s'arrête, le directeur psychopathe ignore ses cris. Et ordonne à ses hommes d'en finir. Le résultat. Une douleur dentaire comparable à une visite banale chez le dentiste. Du sang gicle de sa bouche alors que Masa perd la tête, choqué et agonisant. Le directeur rappelle à l'esclave sa position et ce qu'il a dit plus tôt, si Masa avait simplement révélé l'emplacement. Il n'aurait pas eu à endurer une telle torture. Mais ça ne s'arrête pas là. Akishi est plus qu'enthousiaste à l'idée de recommencer si Masa refuse de parler. Chaque refus entraînant la perte d'une autre partie de lui-même pour l'esclave. Dans la scène suivante, nous voyons le site des ouvriers qui viennent de terminer leur journée de travail pour une pause.
Il parle de Masa et de la façon dont lui et le directeur ont disparu pendant longtemps. Alors que certains spéculent que le chef de l'opération a pris goût à leur ami, notre garçon n'en est pas si sûr. Il voit le directeur adjoint, Washima, revenant vers eux, mais avec un air de déception et de tristesse. Curieux de savoir ce qui est arrivé à son ami, Nishio s'enquiert de l'état de Masa. Le directeur adjoint fait de son mieux pour feindre l'ignorance, faisant comme s'il ne savait rien. Mais Nishio riposte, affirmant qu'il sait que ces types complotent quelque chose en coulisses. Washima ne s'attendait pas à être confronté et mis sur la sellette, mais pour la sécurité de Nishio, il lui donne un conseil. Il ne veut pas qu'il enquête plus loin s'il tient à sa propre sécurité. Le conseil frustre notre garçon, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire dans cette situation. Et ainsi, dans la scène suivante, nous réalisons que la torture brutale de Masa n'est toujours pas terminée. Non, il a perdu la plupart de ses dents et ne peut même pas dire un mot sans gémir de douleur. Le voyant se tordre dans la poussière, Akashi conseille à l'esclave d'arrêter de résister. Sinon, il ne pourra plus jamais manger comme avant. Articulant les quelques mots qu'il peut dans son état pitoyable, Masa rugit une fois de plus, il n'a pas d'argent, donc il ne peut rien dire. Son attitude persistante énerve encore plus le directeur, le forçant à prolonger la torture. Masa perd encore une autre dent, mais voici la partie absolument terrifiante. Cette fois, ses ravisseurs enfoncent la même dent pointue directement dans ses gencives, provoquant une douleur brûlante. Après avoir replacé la dent à son emplacement initial, Akashi sourit. Ces salauds pensent probablement qu'il est gentil en faisant ça. Les méthodes de torture du directeur semblent claires. Il va s'assurer que l'esclave perde toutes ses dents. Et ensuite, il va faire en sorte que ces hommes les replantent à l'intérieur. Ce psychopathe chante sur l'air de l'extraction et de la réimplantation alors que Masa continue de perdre ses dents, avant d'être repoussé à nouveau de manière atroce. Ils ont complètement saccagé sa bouche, sans pitié ni intention de s'arrêter en vue. En vérité, il avait affaire aux humains les plus abominables de la planète. Ceux qui prenaient un grand plaisir à la souffrance des autres. La même chanson continue alors que le directeur ressent une grande extase, qui contraste tragiquement avec les cris terrifiants de Masa. Une autre séance de torture étant terminée, le directeur se demande si l'esclave a finalement décidé de changer d'avis au sujet de l'argent. Le visage de Masa repose parmi ses dents ébréchées. La seule chose qui réconforte ce jeune homme, ce sont les doux souvenirs de sa sœur. Cette liberté, cette joie, cet avenir sont la raison pour laquelle il a tenu si longtemps. En fait, il prévoit de continuer, promettant de ne jamais abandonner. Parce que Masa est prêt à tout pour quitter cette île de merde. De retour à la maison, sa petite sœur YQI avait des problèmes médicaux nécessitant une intervention chirurgicale. L'opération a été un succès. Mais cela a rendu sa sœur triste à cause de l'argent de son frère. Masa ne l'a pas laissé ressentir quoi que ce soit et lui a dit qu'il avait trouvé un nouvel emploi et qu'il allait s'assurer de gagner beaucoup pour elle. Et c'est pourquoi, malgré le fait qu'il soit au plus bas de sa vie, ayant subi une douleur insondable aux mains de ses ravisseurs, Masa refuse d'abandonner, il ne veut pas que sa sœur soit toute seule. Je dois m'arrêter et admettre une chose. Masa vient de devenir mon personnage préféré, encore plus que Michio. Quel type incroyable! Le réalisateur commence à atteindre ses limites. Il n'arrive pas à croire qu'un simple esclave se batte et fasse encore le dur dans sa situation. En réponse, Masa ne cède toujours pas et maintient son histoire. Il n'a plus d'argent. Akashi commence à être à court d'options. Jusqu'à ce que Kusanagi décide que c'est une bonne idée d'intervenir. La première chose que ce crétin fait, c'est frapper ses propres hommes. Même le réalisateur est choqué par le geste soudain de Kusanagi. Le brute blonde pense que leurs tactiques actuelles sont vouées à l'échec et qu'il est temps de changer de stratégie. Avant même qu'Akashi puisse demander ce qu'il veut, Kusanagi attrape l'esclave gémissant et admet qu'il est en fait assez fier de l'esprit de Masa. Aussi fier qu'il puisse être, cet homme invente rapidement un Emaker 9000 et l'envoie directement dans les tripes de Masa, brisant littéralement ses côtes. Crachant du sang et encore une vague de douleur inimaginable. Masa se traîne pour reprendre son souffle. Le blond est une fois de plus impressionné et pense que les gens qui refusent de parler même après une raclée sont les plus agréables à torturer. Donc, en gros, ce type est là à s'amuser. Tout en détruisant la persévérance de Masa. Il prépare un autre coup de poing, le même coup de poing capable de briser un os à chaque impact.
L'esclave torturé décrit cette situation dans son esprit, croyant que les coups de poing de Kusunagi sont encore plus douloureux que la torture d'arracher des dents. Il a enduré toute la journée, prenant grand plaisir à le frapper. Kusunagi se prépare à le frapper à nouveau. Si cette attaque touche sa tête, même Masa sait qu'il pourrait ne pas y survivre. Ses dernières pensées sont une fois de plus les précieux souvenirs de sa sœur, qui ne se soucie vraiment que du retour de son frère vivant. Le coup de poing qui fauche l'âme atteint le corps de Masa. Pendant qu'Akashi apprécie le spectacle, commentant que toutes ces misères pourraient cesser s'il commençait à parler. La brutale raclée continue. Kusunagi le détruit de face et de dos, le traitant comme un sac de frappe. La torture de Masa est superposée au visage aimé de sa sœur. Il est envoyé voler à chaque coup de poing et refuse toujours de parler. Le sang-froid du réalisateur commence à craquer. Il rugit à l'esclave de révéler simplement l'emplacement de ce foutu argent. Malgré tout l'enfer qu'il a enduré, Masa ne tombe toujours pas. Il maintient sa position. Il n'y a pas d'argent. Quel type? Akashi en a fini avec la torture. Et donne la pleine permission au crétin de mettre fin à sa vie, prenant grand plaisir. Le type prépare un coup de poing monstrueux alors que la scène se coupe. Pendant ce temps, Michio fonce à toute vitesse pour rattraper la maison de son ami. Clairement inquiet après sa conversation avec le directeur adjoint, mais quand il arrive à l'intérieur, il n'y a rien. Rien, sauf un homme pitoyable couvert de sang et de bleu partout. Un homme qui peut à peine respirer, mais parvient quand même à prononcer le nom de Michio. Michio est consterné de voir son ami dans un tel état. Et le maintient en place. Grâce à son expérience militaire, il comprend parfaitement l'état épouvantable dans lequel se trouve Masa. Ce gamin a fracturé la plupart de ses côtes inférieures. Et même sa respiration est alarmante. C'est une mauvaise nouvelle, surtout quand il y a une chance qu'une côte perce l'un de ses poumons. Quant à son visage, Masa semble avoir des fractures nasales et orbitaires partout. Sans parler des fractures du crâne aussi. Il y a des blessures de piqûres douloureuses à l'intérieur de ses gencives et clairement aucune dent à trouver. Je pense que les espoirs de Michio pour la vie de son ami s'amenuisent lentement. Tout comme les miens quand je vois Masa dans un tel état. Pouls faible couplé à des blessures aussi traumatisantes. Cela ne mène qu'à une seule question dans l'esprit de notre garçon. Il meurt d'envie de savoir quel genre d'humain continue à torturer quelqu'un dans un tel état. Malgré son état, Masa enchaîne une série de phrases et regrette de ne pas avoir suivi les conseils de Michio. Au final, ils en voulaient vraiment à son argent, mais même après toute cette torture, il n'a pas craqué. Il l'a protégé de sa vie. Toute cette détermination n'a plus d'importance. Parce que l'argent est inutile à Masa dans l'état où il est. Il prend donc une noble décision de confier chaque dernier centime à son ami Michio. Mais à cause des convictions personnelles de Michio. Il n'aime pas avoir des faveurs à rendre. En fait, il a de l'espoir dans le rétablissement de son ami et veut que Masa l'utilise pour s'aider lui-même. Cependant, il semble que l'esprit de Masa ait déjà accepté la dure réalité. Il ne va pas survivre. Il meurt dans les bras de son ami. Et s'il ne remet pas le montant à la personne en qui il a le plus confiance. Tout cela n'aura servi à rien et alors Masa révèle l'endroit où l'argent est caché. L'endroit est juste devant, c'est un arbre marqué et juste à côté, l'argent est enterré dessous. Masa comprend parfaitement qu'il travaille jour et nuit pour acquérir cette somme. Le fait qu'il la confie à Michio signifie beaucoup, la seule chose qu'il demande en retour est que Michio retrouve sa sœur. Une fois qu'il a quitté l'île, la mention d'une sœur surprend notre garçon, même dans la mort. Masa ne peut s'empêcher de se réjouir des souvenirs qu'il a partagés avec elle. De la façon dont elle a découpé sa jupe préférée juste pour offrir un cadeau à son frère pour avoir travaillé si dur. J'ai du mal à imaginer quelqu'un sourire après la torture que Masa a subie. Mais il lui arrive encore d'éprouver du bonheur. Sachant que Michio la retrouvera et l'aidera, cependant notre garçon ne se sent pas certain de ses chances. Et pense que c'est une promesse bien au-dessus de lui. Masa succombe à la crainte et lui hurle son refus. Le suppliant de prendre soin de Yonjo, sa seule et unique sœur chérie, et quand il la rencontre enfin, Masa veut que Michio lui transmette un message. Que son frère aîné ne l'a jamais oublié, même dans ses derniers instants. En prononçant ces mots, le corps de Masa s'affaisse. Son esprit se brise et il part pour un repos éternel. Je ne connais ce personnage secondaire que depuis quelques chapitres et mon respect pour lui est immense. Like cette vidéo si vous ressentez la même chose.
Michio est chargé d'assurer un enterrement digne de son cher ami. Il ferme les yeux et embrasse l'instant avec courage et silence. Dans chaque larme que Masa a versée, un souvenir de sa sœur est resté. Une belle fin. Dehors, Michio emmène le corps de son ami pour un enterrement décent. Tandis que quelqu'un observe la scène de près. Arrivant au même arbre dont Masa a parlé, Michio commence rapidement à creuser l'endroit. Après un moment, il découvre une boîte. Il la sort et la découvre, révélant les économies durement gagnées de son ami. Michio se tourne vers le corps de Masa et lui assure qu'il a sécurisé la somme. Souviens-toi du tissu que sa sœur lui a donné, il est noué autour de son bras gauche. Michio défait rapidement le nœud et décide de le garder comme un dernier souvenir de son ami. Il le serre autour de son visage, l'utilisant comme un masque, et remercie son ami de l'avoir aidé. Juste au moment où l'on pensait que les choses allaient se calmer, Akishi et ses sbires arrivent de nulle part. Ils sont surpris que Masa ait enduré la torture jusqu'à sa mort, perdant sa vie ainsi que son argent. Parce que maintenant ils l'ont localisé. Aux yeux du directeur psychopathe, c'est une fin appropriée pour un tas d'ordures qui se nourrit du fond. Michio le regarde simplement sans répondre. Tandis qu'Akashi dit rapidement à l'esclave sans importance de rendre la somme. Notre garçon se lève et lance à cet enfoiré le regard noir le plus méchant que j'ai jamais vu, refusant d'abandonner la somme. Le directeur considère Michio comme un simple esclave stupide de plus. Il dit à ses hommes de saisir rapidement l'argent. Croyant que ce sera aussi facile que la dernière fois. 3 types se jettent rapidement en avant, pensant que leur nombre leur donne l'avantage. Mais à quoi bon le nombre si vous affrontez le protagoniste? Super cool, Michio déclenche un premier coup de poing brutal qui coupe le souffle au type. Il ne s'arrête pas là, manœuvrant excellemment depuis la première attaque. Il enchaîne avec un combo complet contre le deuxième type aussi. Le troisième et dernier idiot essaie de le surprendre avec un coup de poing sournois. Mais Michio lui assène un uppercut jawbreaker 9000 en plein visage. Les 3 hommes sont immédiatement mis à terre comme s'ils n'étaient que des enfants. Enfin, notre garçon brise son silence. Déclarant que l'argent lui a été confié par son ami. Les fonds de guerre seront utilisés pour ses propres objectifs. Et si quelqu'un ose le lui voler, il s'assurera de l'anéantir. Le directeur pense que ces hommes sont inutiles et décide d'apporter une arme à feu à un combat à main nue. Cet homme pense que la réponse à tous les problèmes est un Glock et oui, je sais qu'il ne tient pas un Glock dans cette scène. Mais vous voyez ce que je veux dire. Michio est alarmé à la vue de l'arme. Aussi rapide qu'il soit, il ne peut pas exactement uppercut une balle. Mais grâce à l'ego du brute blonde, Kusanagi intervient, croyant qu'il ne vaut pas la peine d'utiliser une balle. Il semble donner de bons conseils au directeur. Alors qu'en réalité, tout ce que cet homme veut, c'est une chance de terminer leur combat. Depuis la première fois, il veut se battre à chaque occasion. Envoyez l'adresse de ce type à Goku. Michio ne se sent pas intimidé. Tandis que le directeur ordonne à Kusanagi de conclure rapidement les choses. Les 2 combattants se mettent en position de combat. Je vais être capitaine Obview et dire que notre garçon est clairement surpassé en termes de taille et de force ici. Kusanagi le sait et se jette en avant comme un prédateur se fixant sur sa cible. Le combat commence avec Michio bloquant et déviant ses coups, subissant un minimum de dégâts. De ce petit échange, il a acquis un aperçu du style de combat de Kusanagi. Il a les compétences d'un boxeur professionnel et il prend même le temps de complimenter le jeu de jambes impressionnant de notre garçon. En même temps, Kusanagi croit qu'on ne peut esquiver que pendant un certain temps. Mais ce qu'il ignore, c'est que Michio a l'ultra-instinct et peut spammer les esquives à l'infini, et c'est exactement ce qu'il fait, en connectant un puissant coup de poing au foie de l'autre. Au début, on dirait que l'attaque a fait de sérieux dégâts. Mais cette histoire illustre parfaitement le concept de taille et de force. Parce que le blond ici présent ne sent rien, même après l'attaque. Un coup au foie, c'est pourtant pas une blague. Et pourtant, Kusanagi agit comme si ça l'avait à peine chatouillé. Prouvant que Michio va vraiment devoir se surpasser pour le vaincre. En réponse, Kusanagi envoie un coup de poing massif. Et son attaque envoie littéralement notre gars valser. C'est un coup tellement brutal qu'il faut une seconde à Michio pour retrouver son équilibre. Akishi ajoute un commentaire, il pense qu'un chat ne peut esquiver qu'un certain nombre de fois face à un tigre. Malgré les provocations, Michio remonte sur le ring et envoie une rafale de coups de poing pour terrasser Kusanagi. Ses coups de poing impressionnants et sa vitesse suffisent à stupéfier le directeur. Mais encore une fois,
ce niveau de force ne suffira pas à vaincre un adversaire monstrueux. Comme Kusanagi. En parlant de lui, le type prépare encore un autre coup de poing puissant, alertant notre gars qui bloque avec ses deux bras. Le coup connecté, de manière dévastatrice, projette Michio dans les airs une fois de plus. Il doit encore reprendre son équilibre. Mais cette fois, notre gars est au bord de la falaise. S'il tombe de cette hauteur, la mort est garantie. Kusanagi rage, croyant que l'esquive ne servira pas à grand-chose pour aider l'esclave. Mais Michio utilise son battle IQ de malade et attend le coup de poing. Puis il laisse le coup de poing le frôler. Profitant de cette brève ouverture pour lancer un crochet brutal contre le visage de son adversaire. Pulvérisant au moins 20 cellules cérébrales avec l'attaque. L'attaque connecte et laisse véritablement Kusanagi hébété après l'impact. Son corps est peut-être robuste, mais la tête humaine ne peut endurer qu'un certain nombre de traumatismes physiques. Le premier coup de poing réussi de Michio a peut-être commencé à inverser le cours de la bataille. Cependant, Kusanagi se réjouit au contraire d'être malmené pour une fois. Ils considèrent cette bataille comme un vrai combat. Ils reprennent tous les deux leur position de combat et se préparent glorieusement pour un nouvel échange. Le blond remarque la position de contre de son adversaire et cette fois, il est prêt. Alors, quand il lance un coup de poing, il l'arrête juste devant le visage de Michio. C'est ce qu'on appelle une feinte. Et Kusanagi l'utilise excellemment à son avantage pour préparer sa véritable attaque, un coup de pied, du point de vue du directeur. Notre gars observe attentivement les mouvements de Kusanagi, le considérant comme un boxeur lambda. Mais voilà, ce brute blonde sait aussi comment donner des coups de pied entre ses attaques, compliquant son style de combat. En l'espace de quelques secondes, l'intuition de Michio se déclenche alors qu'il change rapidement de position pour bloquer le coup de pied destructeur visant sa tête. Sa défense réussit stupéfie Kusanagi pendant une bonne minute. Et le laisse déconcerté, créant une ouverture. Notre gars le plaque au sol, saisissant cette opportunité. Voir Kusanagi dépassé et maîtrisé de la sorte a stupéfié l'âme même du directeur. Même la brute elle-même est à court de mots. C'est comme si Michio avait lu son intention de créer une feinte. Et d'utiliser un coup de pied depuis le début. Alors qu'il maîtrise un type 2 fois plus grand que lui. Michio explique qu'il pouvait lire la subtile différence dans la position du bas de son corps, lui indiquant que son adversaire est également habitué à donner des coups de pied. Et avec cette explication, Michio lui met des coups de coude de malade dans le visage, laissant une douleur cuisante sur le visage de Kusanagi. Ce type est pratiquement fini alors que Michio prépare encore un autre coup de coude pour mettre fin au combat. Mais d'une manière ou d'une autre, Kusanagi parvient à inverser la tendance en sa faveur. Il réussit à saisir le coup de notre gars, le laissant extrêmement vulnérable dans une telle position. Le crétin blanc pense que c'est dommage parce que Michio était vraiment proche de gagner le combat. Mais il a vite oublié une chose. Ce n'est pas un combat d'arts martiaux où ils doivent suivre des règles. Disant cela, il claque notre gars au sol et commence à l'étrangler. Kusanagi rugit que cette bataille est une vraie bagarre où tout est permis. Michio a du mal à respirer et n'a vraiment pas beaucoup d'options ici. Quant au directeur, Akashi se délecte du spectacle. Il n'a jamais vu Kusanagi se donner à fond contre qui que ce soit comme ça auparavant. Même si de nombreux esclaves se sont rebellés dans le passé, cela ne s'est jamais bien passé pour eux. Certains d'entre eux étaient même doués pour les arts martiaux. Mais à la fin, ils ont été massacrés par les mains de Kusanagi. Le truc, c'est que ce type se bat salement. C'est un bagarreur, c'est un combattant de rue, littéralement. C'est pour ça qu'il se croit supérieur aux simples artistes martiaux, qui sont bien inférieurs à son niveau. Son expérience des combats passés lui donne confiance alors qu'il étrangle Michio au sol. Heureusement pour notre gars, il applique rapidement la bonne technique et oriente une frappe de la paume contre le cou de Kusanagi. De plus, il positionne sa jambe dans une posture qui empêche son adversaire de bien la gripper. Kusanagi commence à comprendre qu'il n'a pas affaire à un artiste martial ordinaire. Notre gars lui montre vite qui est le patron en manœuvrant ses jambes dans une position qui bloque le bras de Kusanagi. Et ensuite, utilisant la même manœuvre, Michio transfère l'élan au poids du bas de son corps, écrasant Kusanagi au sol et récupérant ses chances de victoire. Le brute blonde n'a même pas le temps de comprendre la situation. Michio a bloqué son bras et le pousse vers le bas pour le maintenir en place. Comprenant la position dans laquelle il se trouve,
Michio rappelle à son cher adversaire les conneries qu'il a dites plus tôt. Si c'est une vraie bagarre, alors tout est permis. Pour démontrer son point, notre gars brise le bras de Kusunagi, lui envoyant une rivière de douleur rugissante. Perdre un bras fait de lui la petite chose de Michio. Notre gars se met au-dessus de lui et souligne que même si c'est une bagarre. Aux yeux de Kusunagi, ce combat est encore moins que ça, c'est juste une tuerie d'un seul homme. L'homme le plus dangereux que l'armée d'Aldemir ait jamais recruté dans son unité spéciale, George Say. Il avait la réputation d'avoir une capacité de combat inégalée. Donc, ces combats pouvaient difficilement être qualifiés de bagarre. Kusunagi ne sait rien de tout ça, il est juste intrigué par ce qu'un simple esclave a à offrir. Appliquant une tactique déloyale, il utilise ses doigts et vise directement les yeux de Michio. Répondant à une tactique déloyale par une tentative déloyale de son propre chef. Michio fracasse sa tête contre la force des doigts, les brisant immédiatement et donnant à Kusunagi une autre expérience douloureuse. Le truc avec Michio, c'est que dans sa vie passée, il n'a connu qu'une bataille entre la vie et la mort. En tant que soldat, c'est une machine à tuer qui n'a aucune retenue. En fait, même maintenant, il tente une poussée complète de son coude, visant à écraser la tête de Kusunagi. Heureusement pour Kusunagi, il a pu l'éviter à temps. Mais ce même foutu coude n'avait aucune hésitation derrière lui. Il a même laissé une marque sur le sol, faisant se demander au bagarreur à qui diable il a affaire. N'importe quel homme ordinaire aurait hésité avant de prendre une vie, mais Michio, un simple esclave, semble ne montrer aucun signe d'hésitation. C'est comme un mardi normal pour lui. Il ne s'en soucie même pas et ne montre aucune émotion. Il est littéralement en mode John Wick et pense que c'est juste une autre victime. La prise de conscience frappe enfin Kusunagi. Il a affaire à quelqu'un qui ne s'arrêtera que lorsqu'il aura tué sa cible. Pathétiquement, le bagarreur essaie de bloquer avec ses bras cassés, mais il a laissé une ouverture que Michio a facilement exploitée. Ciblant un point de pression dans son cou, ajoutant à sa douleur atroce. Maintenant, la situation s'est complètement inversée. C'est Michio qui le maintient au sol et étrangle son adversaire. Et Kusunagi réalise rapidement qu'il a fait une grave erreur. Comprenant ce type, à ses yeux, il ne fait aucun doute que Michio est une véritable machine à tuer. C'est la dernière chose à laquelle il pense. Avant que notre gars ne lui assène un coup de poing brutal dans sa putain de figure, l'assommant complètement. Parlons un peu du style de combat de notre gars. George Say, ou plutôt Michio, se spécialise dans un style d'art martial efficace appelé Krav Maga. La plupart des forces spéciales l'utilisent dans différents pays. Et il est souvent considéré comme l'art martial le plus puissant au monde pour les rencontres au corps à corps. Au fait, assommer quelqu'un ne suffit pas à notre gars. Il attrape une grosse pierre par terre et vise à fracasser le crâne de Kusunagi avec, fixant son regard pour lui briser la tête en morceaux. Michio ne montre aucune hésitation en balançant la pierre jusqu'en bas. Juste au moment où il est sur le point de connecter la pierre avec la tête de Kusunagi. Les mots de Kyo commencent à lui revenir en mémoire. Le garçon qui a supplié une machine à tuer impitoyable de ne pas devenir un meurtrier. Ce souvenir de ce moment amène Michio à reconsidérer ses actions. Il jette la pierre dans l'eau. Le combat est terminé, Kusunagi est hors service. Ou du moins, c'est ce que vous croyez, car ce crétin têtu se relève une minute plus tard pour recommencer. Le gars a perdu la moitié de ses dents et il est toujours là à jacasser qu'il apprécie le combat. Le type veut se battre jusqu'à la mort et Michio réalise rapidement que le round 2 est sur le point de commencer. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse faire quoi que ce soit, notre gars entend Akishi charger son arme derrière lui. En entendant ça, il esquive rapidement avant que le coup ne soit tiré, ce qui lui permet d'éviter la ligne de mire. Malheureusement pour Kusunagi, le type a fini par prendre le coup gratuitement. Avoir esquivé la rencontre met notre gars en difficulté. Parce qu'il se dirige droit vers la mer. Alors qu'il doit s'inquiéter de tomber, Kusunagi est là à comprendre la blessure par balle dans sa poitrine. Au fait, Michio a réussi à attraper le bord de la falaise pour survivre. Alors que le directeur est là, frustré d'avoir raté sa seule chance d'abattre l'esclave. En même temps, il ne se sent même pas coupable d'avoir tiré accidentellement sur Kusunagi. À ses yeux, c'est juste un loser incapable d'éliminer un seul esclave. La brute blonde le maudit pour sa trahison soudaine. Mais ce directeur psychotique pense qu'il est tout à fait normal d'abattre ses serviteurs. Quand ils ne lui sont plus d'aucune utilité. Dans un ultime acte de rébellion, Kusunagi charge en avant. Oui,
Le gars charge celui qui tient une arme pointée sur lui. Akashi prend un grand plaisir à lui tirer dessus à plusieurs reprises. Maintenant, je ne sais pas quel genre d'armure scénaristique ce blond porte. Mais dites-moi comment il est capable de courir avec de multiples blessures par balle. Même le directeur se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans l'ultime acte de rébellion de Kusunagi, il charge une puissante attaque Texas Smash visant directement le visage laid du directeur. Akashi sait que s'il encaisse cette attaque, il ne pourra plus se regarder dans le miroir. Alors il active son Embo et vise une balle en pleine tête sur Kusunagi, stoppant sa furieuse attaque et mettant fin au combat. Le coup de poing s'est arrêté à quelques centimètres du visage d'Akishi, ce qui l'a quand même fait flipper. C'est juste qu'il n'a pas subi la raclée physique. Le cadavre sans vie de Kusunagi s'effondre au sol tandis que le directeur se met à rire comme un maniaque. Il célèbre ce moment en donnant des coups de pied au cadavre de Kusunagi, pensant que c'est bien fait pour un chien enragé inutile comme lui. Je ne plaisante même pas. Le gars a tellement de haine envers son cadavre qu'il ne peut pas s'empêcher de lui donner des coups de pied. Akishi rugit sur ses subordonnés vaincus. Pour qu'ils se lèvent et déposent un rapport immédiat. Il veut faire porter le blâme de la mort de Kusunagi sur Michio en l'accusant d'avoir volé une arme. Finalement, il reporte son attention sur l'homme responsable. Michio le fixe à distance, évaluant ses options. Le directeur l'applaudit pour être arrivé aussi loin avec son incroyable prouesse au combat. Mais en même temps, le sinistre directeur rappelle à Michio qu'un seul homme ne peut pas gagner une guerre, peu importe ses efforts. Au final, ce sont les armes et la stratégie qui l'emportent. Étonnamment, Michio lève les mains en l'air, comme pour dire qu'il se rend. Ce geste surprend Akashi, qui prend un grand plaisir à savoir que même un puissant combattant a peur d'être pris au bout d'un pistolet. Michio ne dit pas un mot et maintient sa position de reddition. Le directeur ne veut pas lui épargner la vie après tout ce qu'il a fait, il vient de lui faire perdre son temps et ses précieuses balles. Arrogamment, Akashi s'approche du gars en soulignant que l'esclave a fait un mauvais choix en courant au bord d'une falaise. Michio brise enfin le silence, en déclarant qu'il a en fait le bon choix. Le directeur entend un son soudain et se demande d'où il vient. Vous vous souvenez des drones Embo de tout à l'heure? Eh bien, ils viennent d'être activés grâce à la tentative de Michio de descendre la falaise. Le directeur réalise exactement ce qui va se passer. Je pense que nous le savons tous. Avant que l'un des hommes du directeur ne puisse comprendre la situation, ils ont été immédiatement abattus. Un homme tombe au sol, laissant Akishi réaliser qu'il est sur le point de se faire secouer par le drone. Leurs visages désespérés sont un spectacle à voir, surtout devant une machine qui se fiche de qui vous êtes une fois qu'elle a verrouillé ses cibles. Deux des autres hommes commencent à courir dans la direction opposée, pensant que ce sera suffisant pour leur sauver la vie. Mais le drone détecte leur mouvement et se verrouille en mode poursuite. Maintenant, il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas atteint son seul et unique objectif. Élimination de la cible. Prenons le contrôle des pensées de Michio pendant un instant. Il se souvient que le poursuivant fou est connu pour traquer tout ce qui bouge et éliminer sans hésitation. La même chose se produit, les deux hommes sont abattus de manière satisfaisante. Le directeur, qui a toujours une arme pointée sur la tête de Michio, tremble pratiquement à vue. Notre gars comprend que ce salaud d'Akeshi n'a pas encore bougé un muscle. C'est parce qu'il connaît les drones, plus précisément le modèle de drone Mad Pursué. Cela les met tous les deux dans une impasse. Si l'un d'eux essaie de fuir, le drone les anéantira. Le drone revient pour surveiller la zone tandis que le directeur entre dans ses pensées. Il n'a aucune idée de comment un simple esclave a pu attirer le drone jusqu'ici. Les esclaves ordinaires de l'île ne connaissaient même pas l'existence du drone. Même alors, Akashi se fout de tout le reste. Tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est de tuer l'esclave devant lui, qui s'est avéré être bien plus dangereux qu'il ne l'avait jamais pensé. Avant qu'il n'appuie sur la gâchette, Michio recommence à parler, soulignant la connaissance du drone par le directeur. Il rappelle également joyeusement au directeur que s'il finit par appuyer sur la gâchette, ce n'est pas seulement Michio qui va mourir. Mais plutôt que le drone s'assurera qu'Akishi finira avec une douzaine de trous lui-même. Le directeur est alarmé par ces mots, mais il pense que notre gars bluffe. Aussi intelligente que soit la technologie de détection, il pense qu'elle n'est pas assez intelligente pour suivre le mouvement d'une gâchette. En entendant cela, Michio change d'approche et encourage le directeur à essayer de lui tirer dessus. Alors il trouvera facilement la réponse si c'est vraiment un bluff ou non. Akashi est à bout de nerfs.
Alors que notre gars continue de l'insulter en face, le traitant de lâche incapable de faire autre chose que d'envoyer des insultes aux autres. En fait, il a tellement instillé la peur chez le directeur qu'Akashi ne bouge même pas la bouche sans son consentement. Ça le met hors de lui qu'un esclave se joue de lui. Akashi a envie de tuer ce tas d'ordures devant lui pour avoir osé prononcer de tels mots. Tel qu'il apparaît maintenant, il considère que s'il appuie sur la détente, le drone ne pourra pas détecter quelques centimètres de mouvement. En même temps, la peur persistante que le drone réagisse dans ce court laps de temps plane sur son esprit. Il ne veut pas prendre de risques quand il s'agit de sa vie. Curieusement, Michio bluffait bel et bien. Parce qu'il ne sait pas avec certitude si le drone est capable de détecter des traces de mouvement aussi faibles que le fait d'appuyer sur une détente, mais avec ça, il s'est accordé un peu de temps pour attendre que le moment passe. Le drone va planer encore un petit moment. Et quand il pensera que son travail est terminé, il retournera à sa position de départ. Dans ce court laps de temps, notre gars a l'intention de se jeter à toute vitesse pour abattre le directeur, lui fracasser la tête et prendre le contrôle de la situation. Une bataille de patience a commencé. Le drone plane au-dessus de leurs deux vies, tandis qu'Akashi tremble face à ses chances. Ne sachant pas quelle décision il doit prendre, une forte rafale de vent souffle soudainement de la forêt vers l'endroit où ils se tiennent tous les deux. La rafale de vent parvient à déséquilibrer le drone, permettant au directeur de trouver l'unique occasion d'appuyer sur la détente. L'enfoiré ouvre rapidement le feu sur l'esclave. Et non, ce n'est pas une de ces histoires où le protagoniste peut esquiver des balles à bout portant, mais grâce à une visée de Stormtrooper ratée, le mieux qu'il ait pu faire est d'égratigner l'épaule de notre gars. Au fait, parce que Michio a réagi aux balles. Le drone détecte rapidement son mouvement et le verrouille comme cible. C'est une mauvaise nouvelle et notre gars le sait. Il s'élance sans réfléchir. Le drone commence à déverser un barrage de balles sur lui. Les balles ne parviennent absolument pas à atteindre leur cible. Alors que Michio choisit de sauter de la falaise. Voici le problème cependant. Le gars ne peut pas esquiver en plein vol et à cause de ça, il se fait tirer dans la cuisse. Ce qui est un spectacle divertissant pour le directeur. La scène finale semble être une défaite. Le corps de notre gars tombe de la falaise. Il n'a aucune défense et il s'est fait tirer dessus 2 fois d'affilée. Alors qu'il tombe, Michio effectue une dernière manœuvre et réoriente son corps en plein vol, lui permettant de réussir un atterrissage dans la mer avec ses 2 pieds. Michio est peut-être tombé dans l'eau, mais ce foutu drone ne s'arrête pas là non plus. Le gars en veut à son sang et commence à tirer dans la mer. Les balles n'ont heureusement pas réussi à atteindre leur cible, mais cela ne change rien au fait que notre gars est terriblement blessé. Utilisant cette chance pour s'échapper, il manœuvre plus profondément dans l'eau, ce qui fait croire au drone qu'il a terminé l'exécution de sa cible. Prononçant ces mots, le drone retourne à sa position initiale. Akishi attend avec une arme à la main. Il n'est pas assez stupide pour se battre avec le drone, alors il va vérifier la falaise et réalise que l'esclave a trouvé sa mort. La vision de la victoire l'amuse alors qu'il se délecte de sa propre gloire. Le gars est là à rire comme s'il avait vu un sketch de Trevor Wallace ou Matt Rife. Retour à notre gars, Michio émerge de l'eau. Réalisant que le drone est parti, ainsi que le directeur. Ses menaces immédiates éliminées, la menace de ses blessures les remplace. Il a une mauvaise jambe qui saigne dans l'eau, réalisant que la balle est toujours à l'intérieur de sa jambe. Il utilise rapidement le tissu de son masque pour arrêter le saignement. La prochaine étape est de faire soigner la blessure rapidement. Alors, saignant tout en nageant du mieux qu'il peut. Il s'approche de la falaise, mais soudain, il entend quelque chose. Un putain de mégalodon est là pour prendre la vie de cet homme. Le requin géant est sur le point de le massacrer en 2. Mais heureusement, il est capable d'éviter sa mort. La réalisation le frappe. Rappelez-vous le sang. Il a attiré le requin jusqu'ici. Dans ce bref instant, Michio a compris le véritable danger dans lequel il se trouvait. Il n'affrontait pas n'importe quel requin. Il affrontait le prédateur suprême de l'océan, la raison pour laquelle le film Les Dents de la Mer existe même. Le grand requin blanc, une bête avec une constitution dynamique faite pour tuer et voyager à des vitesses incroyables. Le même requin dont la force de morsure dépasse de loin une force de pression de 1 tonne. Et cette même créature est là à essayer de manger notre personnage principal. Michio évite de devenir le dîner du requin avec une autre esquive, mais je ne suis pas sûr de pourquoi il s'est donné la peine de glacer à cette vitesse s'il peut l'éviter si facilement.
Bien qu'il ait évité la morsure, la queue du requin parvient tout de même à le fouetter avec une force incroyable. Ce qui lui fait perdre son souffle dans l'eau, et ce n'est pas tout, le requin ajuste rapidement sa trajectoire pour une seconde chance de frapper. Michio remonte à la surface pour reprendre son souffle. Et c'est là qu'il aperçoit une faible ombre du grand requin blanc qui grandit de plus en plus vite, comprenant qu'il est sur le point d'être attaqué par en dessous. Michio prend l'initiative et plonge dans l'eau, il étend ses bras à plat et commence à farmer Laura en position de T. C'est en fait une excellente stratégie de notre héros, vous voyez, les requins adorent tendre des embuscades à leur proie. Mais dans ce cas, notre héros indique clairement avec sa pose antévirile qu'il a remarqué la laide machine à tuer Adam de l'océan. Je n'arrive même pas à croire que je dis ça, mais cet homme vient vraiment d'étourdir le requin pendant une minute avec son mouvement, en même temps sa jambe qui saigne lui cause plus de problèmes, encourageant le requin à frapper. Toute la stratégie de Michio est brisée à la seconde où le requin sent l'odeur de son sang. En ce moment, il est extrêmement vulnérable. Mais cet homme refuse de s'avouer vaincu, il verrouille déjà les points vitaux du requin, réalisant que la seule chance qu'il a ici est d'attaquer le nez vulnérable de la créature. Alors que le monstrueux requin ouvre sa mâchoire pour infliger une morsure écrasante. L'indomptable esprit humain est déterminé à continuer à se battre, ciblant l'organe de Lorenzini du grand requin blanc, Michio parvient à connecter un coup de poing puissant sur le nez de la créature. Pendant un instant, il pense vraiment que sa stratégie a fonctionné. Mais malheureusement, ça lui explose à la figure alors que le requin plaque son corps avec une force écrasante. Michio est éjecté hors de l'eau, réalisant qu'il est complètement dépassé en ce qui concerne la différence entre leur physique. Le gars se bat contre un grand requin blanc sans aucune arme tout en étant blessé. Michio reprend son souffle à nouveau, inquiet comme un diable que le requin puisse encore rôder pour l'attaquer et oui, il est sur le point de faire exactement ça, cette fois en profitant de l'angle mort de Michio. Le requin géant ouvre sa mâchoire pour le dévorer tandis que l'humain blessé parvient à peine à éviter la morsure. C'est la bonne nouvelle au moins. Mais voici la mauvaise nouvelle, sa chemise s'est coincée dans sa mâchoire, le forçant à se faire traîner avec lui, le monstrueux requin l'entraîne jusqu'au fond. Alors que Michio admet que même le summum de la force humaine n'est rien comparé à la puissance d'un prédateur apex aquatique, même si notre héros s'est bien battu. Il succombe au désespoir alors que son corps est ballotté dans les profondeurs de la mer.